les données nécessaires pour ça. Puis je veux revenir sur les importations de déchets dangereux des États-Unis, pour lesquels la ministre des Ressources naturelles nous dit que c'est impossible de freiner l'importation. Je pense que c'est important de rappeler que les États-Unis, c'est un des seuls pays dans le monde qui n'a pas ratifié la Convention de Bâle sur les déchets dangereux, avec Haïti. C'est quand même significatif. Je vais rappeler ce que nous a dit Karel Ménard du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Il nous a dit qu'une compagnie américaine est responsable de ces déchets dangereux du berceau au tombeau, à moins qu'elle les exporte dans un autre pays ou sur un autre territoire comme le Québec. Alors, pour les compagnies américaines, il y a un avantage incontestable au niveau légal d'envoyer leurs matières dangereuses ici parce qu'en les envoyant chez nous, elles perdent toute responsabilité légale des matières résiduelles dangereuses qu'elles produisent. Évidemment qu'elles sont intéressées, les entreprises américaines, à venir enfouir ça chez nous, puis à se départir de cette responsabilité légale envers leurs matières dangereuses. C'est un peu le deal du siècle, finalement, pour les entreprises américaines de venir enfouir leurs déchets chez nous, parce qu'après, elles peuvent littéralement s'en laver les mains et ne plus en entendre parler, alors que si elles le font aux États-Unis, elles en restent responsables. Alors, pour des déchets qui vont être encore dangereux dans des milliers d'années, après qu'on ne sait même pas s'il y aura encore l'espèce humaine en vie sur cette terre, les déchets qui sont enfouis à Stablex vont encore être là, eux autres, puis ils vont encore être dangereux rendus là. C'est certain qu'ils ont avantage à envoyer ça chez nous. Et en ce moment, ce que les règles permettent à Stablex de faire, Merci pour votre intervention, Madame la Présidente, ça jase beaucoup. Ce que je disais, c'est que ce que les règles actuelles permettent à Stablex de faire, c'est d'importer jusqu'à 43 % de déchets dangereux. Et donc, ça veut dire que ça peut représenter presque la moitié de l'espace qu'ils occupent sur notre territoire. C'est quand même significatif. Et donc, si le gouvernement est sérieux quand il dit que ce qu'il veut, c'est répondre aux besoins de nos entreprises québécoises, bien, je les invite à réduire considérablement le plafond des importations qui est permis actuellement. Parce que même si l'entreprise nous dit qu'ils importent, ils ont parlé de 17 % dans les derniers mois, ça a déjà été beaucoup plus élevé que ça. Ce que le règlement leur permet, c'est 43 %. Puis on sait que dans le passé, ça a été beaucoup plus élevé. À la fin des années 80, c'était plus de 70 % de ce que Stablex traitait qui venait des États-Unis. Donc, c'est comme ça qu'elles se sont remplies, là, les cellules précédentes. Elles se sont remplies avec majoritairement des déchets dangereux des États-Unis avec lesquels c'est nous qui allons être pris ici jusqu'à la fin des temps, avec tous les risques que ça implique. Et même si le plafond a baissé depuis, bien, il est encore à 43 %. Il faut le faire baisser encore. Si le besoin, c'est vraiment de répondre aux besoins de nos entreprises québécoises ici, de nos municipalités, bien, assurons-nous que le plus d'espace possible de ce qui va être autorisé va vraiment répondre à nos besoins de traitement de nos matières dangereuses au Québec. Ce qu'il faut corriger aussi, c'est les garanties financières qui sont exigées à l'entreprise pour assurer la sécurité environnementale du site pendant leurs activités, mais aussi après une éventuelle fermeture. Puis moi, j'ai le goût de vous dire, Madame la Présidente, je pense qu'il est là le nœud du problème, parce que j'essaie de comprendre pourquoi le gouvernement du Québec aurait cédé au chantage de Stablex. Et je suis convaincue que si il cède à ce chantage en ce moment, c'est parce que les garanties financières qui sont qui ont été exigées dans les dernières décennies étaient trop faibles pour permettre de payer ce que ça va coûter d'entretenir le site si l'entreprise ferme. Autrement, je ne peux pas m'expliquer pourquoi l'entreprise ferait ça. Les appels à retirer le projet de loi ont été tellement nombreux. Puis on sait d'ailleurs que, puis je vais le nommer, là, parce que quand il y a du positif, il faut bien le dire, là, c'est le seul élément qui a de l'allure de ce projet de loi-là, c'est qu'ils veulent bonifier finalement les garanties financières qui sont exigées. On va les talonner là-dessus, on va s'assurer qu'ils le bonifient le plus possible parce que c'est un problème. C'est sur notre terrain. Ils louent un terrain à une entreprise comme ça. On ne peut pas se retrouver avec la facture de gestion du site si eux autres décident de plier bagages parce que ça ne leur adonne plus, là. Donc,
Moi, je pense que c'est ça qui a fait plier la CAQ, la peur. La peur de se retrouver à payer les dépenses de gestion du site parce que des gouvernements précédents ont pas été suffisamment exigeants dans les garanties financières qui étaient demandées à l'entreprise. Juste pour vous donner une idée, là, il y a tellement de groupes qui ont demandé de retirer le projet de loi. Il fallait qu'il y ait vraiment peur pour continuer d'aller de l'avant. Dans les groupes qui ont demandé le retrait, il y a la Ville de Blainville, il y a l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités du Québec, il y a la Commission métropolitaine de Montréal, il y a la MRC Thérèse de Blainville, il y a l'UPA Outaouais-Laurentides, le Centre québécois du droit de l'environnement, Au Secours, le Mouvement d'action régionale en environnement, le Front commun pour une gestion écologique des déchets, la Coalition Alerte à l'enfouissement, Mères au front de Rivière-des-Mille-Îles, la Société pour vaincre la pollution, Nature Québec, la Fondation Rivière, Réseau québécois des groupes écologistes, Association québécoise des médecins pour l'environnement, Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec. Ça, c'est tous des groupes qui ont demandé le retrait du projet de loi. On n'est pas des extraterrestres là, à Québec solidaire, puis avec mes collègues de l'opposition, à demander le retrait du projet de loi. On est là pour porter des choses qu'on a entendues, qui ont été demandées par des groupes qui sont venus en audition, puis d'autres qui n'ont pas pu venir, mais qui ont quand même adopté cette posture-là parce qu'ils sont inquiets. Donc, clairement, le gouvernement n'a pas la population du Québec derrière lui quand il passe ce projet de loi sous bâillon cette nuit. Les seuls qui sont derrière lui en ce moment, c'est les dirigeants de Stablex aux États-Unis, finalement, qui doivent bien franchement là, être en train de se taper dans le dos là, que ça a été aussi facile de convaincre le gouvernement du Québec de faire exactement ce qu'il voulait sur le fond et sur la forme, là. Le terrain, le délai, tout est conforme à leur demande. Là. Ils ont convaincu le gouvernement d'acheter de sa poche, avec des fonds publics, un terrain qui est à exproprier une ville pour y arriver. Ils n'ont même pas eu besoin de fournir une étude comparative pour justifier que le terrain qu'ils voulaient était celui pour lequel il y avait le moins d'impact écologique. Puis ça, je vais insister là-dessus. Là. Le gouvernement a accepté de répondre aux demandes de Stablex pour leur céder ce terrain-là, sans même attendre l'étude de caractérisation environnementale du terrain prévue initialement pour la cellule 6. La firme Englobe qui a collecté les données, elles ont déjà été collectées les données là, pour faire la caractérisation environnementale de l'autre site, nous ont confirmé qu'ils n'ont pas terminé d'écrire le rapport et donc que ni Stablex ni le gouvernement ont entre les mains les données pour pouvoir comparer les deux terrains. Ils les ont pas. Puis c'est drôle, hein? On a eu cette réponse-là grâce à une question de la ministre des Ressources naturelles qui a elle-même demandé à Englobe, quand ils étaient en commission parlementaire, lequel des terrains a la plus grande ou la plus faible valeur écologique. Puis c'est là qu'ils nous ont dit, bien, on n'a pas remis le deuxième rapport. On a juste remis un des deux rapports de caractérisation écologique. Donc, l'étude comparative, elle n'existe pas encore. Et puis, quand on les a questionnés sur le temps que ça prendrait pour remettre le deuxième rapport, ils nous ont dit, bien, seulement quelques semaines, on a déjà collecté toutes les données, il ne reste qu'à le rédiger, ce rapport, finalement. Bien, le gouvernement a décidé de ne pas l'attendre. Ils ont décidé de ne pas attendre ce rapport-là. Ça ne les dérangeait pas de ne pas pouvoir comparer les sites. Leur décision était prise, le plan A de l'entreprise, c'était celui-là. Pas besoin de comparer, on ne se demande pas vraiment la différence d'impact écologique sur les deux sites. Ils ont pris ça en se basant sur des données qui dataient de 2014-2015 environ. C'est la dernière fois qu'il y avait une étude comparative, juste avant, finalement, que Stablex se mette à empiler de l'argile sur le terrain de la cellule 6, originalement prévu. Donc, c'est certain que l'état des lieux a changé depuis. Le gouvernement a décidé d'agir quand même s'il manquait quelques semaines avant un rapport final. Donc, juste ça nous montre que la décision qui a été prise, elle ne repose pas sur une analyse environnementale sérieuse. Ce qui a pesé le plus lourd dans la balance, clairement, c'est les arguments économiques au mépris des considérations environnementales, au mépris des lois et des règlements qui sont adoptés au Québec pour aménager notre territoire, pour protéger notre environnement, au mépris d'un mouvement de mobilisation citoyenne qui était fort, au mépris des demandes explicites des municipalités qui demandaient qu'on respecte leur champ de compétences. Et j'ai quand même assez peur pour la suite, Madame la Présidente, parce que ça ouvre la porte à un paquet de problèmes. Toutes les entreprises là, qui regardent ce qui se passe en ce moment, elles doivent être en train de prendre des notes. Parce qu'elles se disent « Ah oui, on peut faire ça, là.
On peut aller voir le gouvernement quand on a trouvé le terrain idéal puis qu'on n'est pas capable de convaincre notre interlocuteur, convaincre le propriétaire de ce terrain-là de nous le vendre. On peut faire ça. Aller voir le gouvernement puis leur demander de procéder finalement à une expropriation pour pouvoir avoir accès à ce terrain-là qu'on convoite. On peut demander ça, un projet de loi, pour se défiler face aux règles environnementales? Je vous laisse intervenir, madame. Oui, messieurs.